Bienvenue dans Alignement et Business, le podcast pour devenir l'architecte de ta vie. Je m'appelle Morgane Guignon et je suis entrepreneur, coach, investisseur en immobilier depuis presque 4 ans. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à devenir l'architecte de votre vie? Alors, salut Chris. Bon, je suis ravie de t'accueillir sur Alignement et Business. Donc, tu me fais l'honneur d'être mon tout premier invité. Et pour ça, un grand merci, parce que ça change un peu, je t'avoue. Et j'ai un peu la pression aujourd'hui, puisque la dernière fois, c'était inversé. Et du coup, je suis super émue, en fait, que tu accepté. Ça changera, tu étais une des premières participantes aussi, tu vois, il y a une première de chaque côté. Ouais, je suis vraiment hyper Je suis honorée que tu aies content accepté. d'être ici. Tant mieux. Alors, Chris, tu es investisseur, entrepreneur, fondateur de 5 entreprises, mon cercle IMO, également formateur dans l'investissement immobilier, auteur d'un best-seller, globetrotter, YouTuber. Bon, t'es un peu Tout ce multicasquette, qui est quoi. en heure, on peut en trouver encore plein d'autres. Ouais, j'imagine, mais on s'est arrêté là, tu vois, dans la description. Mais effectivement, tu es multicasquette. Bon, sur ce podcast, on parle donc d'alignement, effectivement, de business. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, au-delà de l'immobilier, parce que bien sûr, ça c'est passionnant, mais je pense que tu as assez fait de vidéos comme ça pour qu'on puisse voilà, s'enrichir à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et de parler avec toi de ta vision et que tu nous donnes des conseils pour construire un mindset de chef d'entreprise. On va axer la discussion d'abord avec un angle d'investissement, IMO. Mhm. Donc, on va juste faire un petit retour en arrière pour resituer un peu toi d'où tu viens et ce que tu as fait. Tu as commencé en fait à investir en 2014 à Budapest Mhm. euh, dans un premier bien. Et c'est un peu ça qui t'a mis le pied à l'étrier avec l'immobilier. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à l'IMO à ce moment-là? Et c'est quoi ton rapport à l'immobilier en 2014? Alors à ce moment-là, je travaillais en gestion de patrimoine, donc j'ai un rapport à l'immobilier qui est très professionnel et qui est un peu lointain. Donc je vois de l'immobilier chez des clients, mais c'est de l'immobilier basique, pas très rentable, c'est de l'immobilier de famille, c'est des biens de succession, c'est des biens qui coûtent beaucoup d'argent, sur lesquels il y a des sujets émotionnels douloureux. Le papa qui a construit la maison de ses mains qui est mort, les enfants qui doivent la vendre pour payer les droits de succession, mais qui se déchirent entre eux. Donc pour moi, l'immobilier à ce moment-là, c'est pas rentable, c'est des contraintes, ça coûte cher et en impôts et en droits de succession. Et c'est aussi quelque chose qui a fait rêver mon père pendant très longtemps parce qu'il travaille dans le bâtiment, il est artisan carreleur. Donc j'ai été dans des beaux biens immobiliers, j'ai été avec lui en rénové, parce que j'allais essayer avec lui sur le chantier. C'est aussi quelque chose qu'il a voulu toute sa vie, parce que j'ai toujours eu des conversations, tu sais, avec ses potes à table. Ouais, si on avait des biens immobiliers, si on, tu sais, ça serait bien de faire les tours de ces biens, d'être rentier, tu vois. Il disait même pas le mot rentier, je pense. Je pense qu'ils osaient même pas le dire, mais ouais, de vivre de ces biens et de les gérer. Donc en fait, j'ai vu, quand j'étais jeune et ado, quelque chose qui était inatteignable, que ma famille voulait ou que les gens dans mon entourage, surtout les artisans, voulaient, mais qu'ils n'arrivaient pas à attraper, tu vois, comme s'ils le voyaient comme un mirage, mais ils savent pas comment l'attraper, ou ils avaient peur de l'attraper, c'était un peu le cas de mon père aussi, un peu tout, manque de connaissances, la peur, tout ça, puis le fait de se dire que c'était pas pour lui. Et quand je suis passé en gestion de patrimoine, j'étais plus pro placement financier parce que j'en voyais plus les avantages que l'IMO. Et l'IMO, c'était après tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, ça avait ces connotations-là, jusqu'à ce qu'en 2014, un de mes meilleurs potes me dit j'ai acheté un appart à Budapest, je vais acheter un appart à Budapest, pardon. Ma femme est hongroise, on va à Budapest, j'ai envie d'en acheter un. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai passé du temps à regarder. Lui, il est allé, il a foncé, il a acheté, il a rénové de ses mains pendant un mois, il a mis jusqu'au dernier centime. Il m'a dit je suis arrivé, j'avais même pas 1 euro pour prendre un café à l'aéroport. Il a tout mis dedans, il est revenu, il avait sa bagnole qui était dégueulasse. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit j'ai plus de thunes, mais c'était génial, j'ai acheté un appart, regarde comme c'est beau. Il était électricien, il a fait le reste comme il a pu, il a très bien fait. Et donc après, je suis reparti avec lui un mois après, j'ai acheté le mien, on l'a rénové ensemble avec mon père en une semaine. Et puis c'était plein d'erreurs au départ, qui heureusement étaient dans un marché qui était explosif, donc c'est des erreurs qui n'ont pas coûté cher, surtout sur un bien à 15 000 euros. Puis après, j'avais le pied à l'étrier, c'est là que j'ai commencé à être drogué, quoi. Mais oui, parce qu'à la suite de ça, d'accord. En 2015, tu as acheté un autre appart, puis en 2016, c'est là où tu as acheté ton premier immeuble, je crois. Mm. Comment tu as fait en fait après? Dans quel état d'esprit, du coup, à la suite de ces investissements,
Dans quel état d'esprit tu étais pour te lancer dans autant d'achats? Comment ça se fait que tu as investi autant et si rapidement? En fait, je compare un peu ça à quelqu'un qui va courir. Quelqu'un qui va courir et qui sait pas combien de temps il court, ni combien de kilomètres, à bout de 500 mètres, il est mort, il s'arrête. On l'a tous fait, hein. Alors les plus grands sportifs courront plus longtemps. Mais quand on a un objectif, on va toujours plus loin, plus fort. C'est comme au CrossFit, et c'est ça que j'aime avec le CrossFit, c'est qu'on se dépasse, on a un objectif timé, on a un nombre de tours à faire, et tant que t'as pas fini ton nombre de tours et ton time, tu finis pas. Et en plus, tu as la compétition des autres. Si tu sais pas combien de tours, combien de trucs tu as à faire, au bout de 10 tractions, tu t'arrêtes. Ou tu ralentis le rythme. Bah, c'est exactement pareil dans l'IMO. J'ai acheté un appart par une occasion au début. Et après, j'étais sans boussole. Je savais pas où j'allais. J'ai acheté un appart, c'est cool, mais je savais pas que je pouvais en acheter un deuxième. Parce que j'avais mis toute mon épargne dedans. Et je connaissais pas encore vraiment les leviers du crédit. Et c'est vraiment quand j'ai compris que je pouvais acheter un deuxième et enchaîner, que j'avais un objectif de nombre d'appart et que j'ai compris, mais en fait, j'en ai un, ça me rapporte tant. Mais si j'en ai 13, bah, ça fait 2 000 € par mois, ça fait ce que je gagne. Mais si ça fait ce que je gagne, je peux arrêter mon taf. Du coup, je peux créer une boîte et du coup, je peux faire ça. Ok, donc je me suis fait un planning, tu sais, je m'étais fait une feuille sur un an, par exemple, un an et demi. Avec cet objectif-là, bah, je m'achète ma voiture à tel moment, puis je fais ci, puis je fais un crédit, mais je garde un peu sur les comptes parce que au cas où j'ai ça. Et en fait, j'avais planifié toute ma sécurité financière et mes placements avec combien d'appartements j'ai besoin, combien de rentabilité je dois avoir, combien la banque pourrait me prêter. Ça m'a pris je vais pas dire des jours, mais des semaines à travailler. Alors quelques heures par-ci par-là, hein, les soirs, les week-ends. Et ça a pris des semaines, alors qu'aujourd'hui je le fais en 10 minutes dans ma tête, donc j'étais encore très loin. Mais à partir du moment où j'avais un objectif, eh ben c'est simple, j'ai acheté un appart en un an et j'en ai acheté 12 autres en 9 mois. Et en termes de volume, c'était Brillant. 15 000 € sur le premier. Et les deuxièmes, c'était 47, je crois, pour l'autre appart à Budapest. 47, plus 120 avec les travaux le deuxième, plus 200 et quelques, plus 100. Allez, plus de 500 000 €, tu vois, les volumes. Donc tu fais 500 000 € en 9 mois et 15 000 en un an. Donc c'est pas une question de montant, pas montant, parce que je gagnais pas plus d'argent. Au contraire, j'étais passé salarié, donc j'avais un plus petit salaire. C'est juste une question que je savais comment faire. Je savais comment aller prendre un crédit. J'avais une timeline en fait sur un an de qu'est-ce que je devais faire pour avoir mes appartements et faire mon tour du monde. Donc c'est ça après Ouais, qui a fait accélérer les choses, quoi. super intéressant. Donc toujours la planification, l'organisation en fait en amont de tes Ah, mais objectifs. sinon tu les achètes pas parce que c'est pas je me balade dans la rue puis tiens je tombe sur un appart. Ou ça serait bien à l'occasion d'avoir un appart. C'est non, il me faut 3 mois pour en avoir un et en faire un, il me faut 3 mois pour le rénover, donc je planifie 6 mois. Mais pendant que j'en rénove un, je peux quand même en visiter des autres, ça n'empêche pas. Et en fait, j'ai croisé comme ça, c'est que pendant que j'en rénovais un, je visitais un autre, pendant que je rénovais un, je visitais un autre, pendant que j'en vendais un, je visitais déjà le suivant, même avant d'avoir vendu. Et puis après, tu joues sur les timings, t'en as signé un, t'as pas vendu l'autre, bah tu fais attendre un petit peu, bougez pas, attendez, on signe la semaine prochaine, ah, j'ai un empêchement, je signe la semaine suivante. Toi, tu peux pas me prêter un peu d'argent le temps que je vende, et puis après, tu essaies de racoler les bouts, quoi. Mm. Un super bon conseil. Oui, puis en plus, toi, quand tu as investi, tu as vraiment touché à tout. Tu as fait de la location à l'année, du meublé, du non meublé, de la courte durée, coloc, étudiant. Tu as acheté des apparts, je crois que tu as acheté des garages, des immeubles, des terrains, des locaux commerciaux. Enfin, en fait, tu as, vraiment testé tous les types d'investissements. Et si tu avais une conclusion, qu'est-ce que tu as appris en fait qu'est-ce que tu en retires de toute cette expérience-là? Alors, la première chose pour moi que je retire, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'avant de me mettre dans le confort dans une stratégie, j'en changeais déjà. Et je prenais même pas le temps d'être expérimenté dans une stratégie que j'en changeais déjà. Aujourd'hui, je saurais pas dire, alors maintenant je fais beaucoup moins d'IMO parce que je délègue énormément, mais même après, au top de mon top de niveau IMO, je pourrais pas te dire je suis spécialiste des immeubles de rapport, de la location courte durée. Je pense pas avoir été spécialiste de rien du tout, si ce n'est de déléguer aujourd'hui, qui est une de mes plus grosses forces. Par contre, je sais comprendre un sujet jusqu'à 80%, on va dire, de ce sujet, mais je sais le comprendre très très vite. Les 20% qui restent, ça m'intéresse pas, parce qu'être spécialiste, pour moi, c'est de la perte de temps, c'est pas du temps qui est bien engagé. On pourra reparler de ça plus tard sur comment je gère mon temps. Donc j'apprends un sujet jusqu'à, comme un sport d'ailleurs, jusqu'à 70-80% parce que c'est très rapide. Et à ce pourcentage, vouloir forcer à avoir. Oh, j'ai la perceuse qui attaque en haut en plus, j'espère qu'on l'entendra pas trop. Un peu. Vouloir forcer pour aller jusqu'au 100%, ça prend des mois et des années et ce temps investi n'aura pas les résultats voulus dans tes résultats, quoi, tes loyers, tes plus-values. Donc j'ai appris beaucoup de choses différentes et en fait j'aimais bien changer. Je faisais un immeuble, ça marchait bien, j'en faisais un deuxième. Je me dis bah je vais changer parce que je m'ennuie entre guillemets. J'ai pas tu sais cette petite risque, cette petite adrénaline du départ qui me fait dire je connais pas le sujet, je fais attention.
Donc j'ai fait l'étranger, j'ai fait effectivement les immeubles et tout. Donc ça, pour moi, c'était l'adaptabilité, ce qui m'a permis très vite de tester plein de risques différents et après de pouvoir choisir mes risques et de pouvoir changer encore maintenant plus facilement. Tu vois, si je dois changer d'activité, changer de pays, changer de lieu où je dois vivre, changer d'habitude, j'en change plus facilement parce que j'ai pu changer facilement au départ. Le deuxième, effectivement, c'est d'avoir touché à tout. Bah, tu comprends qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres et tu comprends en fait qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres avec moins d'énergie. Ça me plaît encore plus. Voilà. J'aime bien gagner en temps et en énergie, Morgane le sait. Ça peut même être chiant pour les partenaires et les prestataires qui bossent avec moi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Donc, ouais, ça m'a permis de voir qu'il y a certaines choses, comme les immeubles de rapport, par exemple, en temps énergie dépensée, ça a été parfait pour moi pendant un certain moment. Qu'il y avait des choses comme la location courte durée, c'était un peu moins. La colocation, j'en ai fait un petit peu. C'était pas une bonne expérience à Budapest, mais je l'ai pas très bien fait non plus. Donc, ouais, j'ai pu toucher, voir un peu les avantages et inconvénients de chacun. Je dirais que ça m'a apporté ça aussi. Super intéressant. Bon, j'imagine que bah, avec tout ce que tu viens de dire, tu réponds un peu, voilà, d'après toi, quelles sont les stratégies les plus efficaces, mais en fait, tu viens d'y répondre. Bon, j'avais une petite blague. RP ou Oh locatif? putain, j'en peux plus. J'adore. J'en peux plus. Non, mais je vais l'avoir encore et ça fait partie de mon job, hein. Je réponds toujours avec plaisir et de la même manière. Mais elle rigole parce qu'au séminaire, c'était au séminaire, je crois que j'ai dit ça, ou une autre soirée. Ouais, ouais. J'ai dit la journée VIP en fait du dimanche, on parle IMO jusqu'à 20h, 20h30. Après, stop, quoi. Je parle IMO pendant 48 heures d'affilée, jusque dans les chiottes quand je vais pisser. Des fois, je me retrouve comme ça, l'urinoir, l'autre à côté. Ah bah tiens, justement, j'avais une question. Tu peux juste me laisser finir, s'il te plaît? C'est le moment où je souffle, tu vois. Je suis en train de manger, de boire, j'ai pas le temps. Donc, du coup, j'ai fait une blague là-dessus. J'ai dit, les gars, aux chiottes, foutez-moi la paix. Et s'il vous plaît, pas la fameuse question. J'avais une question, plutôt résidence principale ou locative, parce que je l'ai 1 milliard de fois cette question. Et donc, pour les gens, je vais y répondre du coup, parce que tout le monde se pose cette question. Il n'y a pas de réponse parfaite pour cette question, parce que c'est pas mieux ou moins bien d'en faire un qu'une autre, ça dépendra de ta situation, de ce que tu veux, des opportunités que tu trouves. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, tu vois, Mm. de Ouais, l'un ouais. qui est mieux ou l'autre. Ça dépend vraiment des objectifs et de ce que tu trouves. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, je cherche du locatif, et on présente une affaire, on présente quelque chose, dire, ah finalement ça serait bien RP, bim. Exemple de mes constructions que je fais, que Morgane a parfaitement meublé. Une des deux pour le moment, j'attends la deuxième, mais je sais qu'elle va très bien les faire. Ces deux maisons, c'est ça s'est fait au début, je cherchais un appartement locatif à faire à Nice. Et puis, au moment de faire une offre, j'entends quelqu'un qui me dit: «Ah bah tiens, peut-être faire de la construction». Ah ouais, j'y avais pas pensé. Regarde ce type de terrain, ce type de maison, et puis hop, j'étais parti Mm. sur une RP. Donc, Ouais, ouais. là où tu ouais, S'adapter, faut comme tu surtout disais, s'adapter, rester l'adaptabilité. ouverte aux opportunités. À partir du moment où tu Mm. achètes quelque chose en dessous du marché, aujourd'hui même une voiture, une montre, une bouteille de vin, en dessous du marché, je prends. C'est en dessous de sa valeur, je prends. Si en plus c'est un moyen de se gratifier dans le temps, de prendre en valeur dans le temps, encore mieux, mais ça, c'est 15-20% en dessous du marché. Demain, tu me dis, j'ai une voiture de collection, c'est. Bon, là, faut que je la stocke, c'est un peu plus chiant, mais un truc numérique, tu vois, 20% en dessous du marché, je prends. Mon job, c'est de faire des affaires, donc je prends, quoi. Voilà. Ah, intéressant. Comment tu as développé ton mental. Bon, du coup, passons justement à la partie mindset et entrepreneuriale. Euh, En 2016, donc tu possèdes 13 biens, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, qui te dégagent 2 000 € donc, par mois de cash flow. Et là, tu décides donc de démissionner et de faire ce fameux tour du monde qui nous a tous fait rêver. Et à ce moment-là, donc, tu vas lancer ton entreprise de formation où tu apprends à, t'es formé à gérer en fait leur patrimoine et à investir. D'où est venue cette envie de partager tes connaissances? Parce que tu aurais très bien pu continuer à investir, à voyager, comme tu le fais encore aujourd'hui, sans le partager aux autres. Hmm. En fait, des fois, il y a des gens, tu sais, bon, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup, et ça m'est déjà arrivé, des gens qui disent, ouais, pourquoi, si tu as autant de biens immobiliers, tu fais ça, tu vas te gaver, encore prendre de l'argent. Oui, je suis payé pour le faire, c'est mon job, donc évidemment, et j'essaie de le faire le mieux possible, donc ça apporte, je suis payé. Mais il y a tellement d'idées de business que franchement, si t'aimes pas un minimum les gens, si t'aimes pas un minimum transmettre, te forcer à faire des vidéos, te prendre des scuds dans la tête sur les réseaux sociaux, parler à des gens jusqu'à 2 heures du matin quand tu as plus de voix et souvent même les mêmes questions, mais c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu.
Si t'aimes pas un minimum transmettre, ça te fait chier et ça te fait vraiment chier. Donc pour ceux qui pensent que c'est parce que c'est un business et cetera, clairement c'en est, mais des idées de business, j'en ai 1 000 000 maintenant, surtout avec tous les gens que je connais. Tu en as 1 000 000. Moi, j'avais des potes qui bossaient dans le e-commerce à Bali, ils ont arrêté parce qu'ils donnaient pas de sens à leur vie. Ils me disent: «Moi, acheter un bracelet qui vient de Wish, en Chine, 1 €, puis le vendre 10 € sur un site en disant qu'il a été béni par, un tel en Himalaya, ouais, ça va 5 minutes, je gagne de l'argent, mais il y a pas de sens, quoi». Donc moi, c'était ça. En fait, j'ai toujours aimé, en fait, transmettre, même si des fois je savais pas grand-chose sur un sujet. Le peu que je savais, j'aimais bien le partager. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, quand j'étais à la fac, je m'étais dit, je voyais des intervenants, tu sais, qu'il y avait leurs entreprises qui venaient intervenir, dans les cours et je me disais: «Tiens, j'aimerais bien, si un jour j'ai une entreprise, intervenir en fac». Donc je l'ai fait même, plusieurs fois et à ce moment-là, j'étais même revenu à ma fac en me disant, donc j'avais 22-23 ans et je leur ai dit: «Voilà, j'aimerais créer une éducation, enfin une matière d'éducation financière ici». Ils ont vaguement rigolé. Puis entre-temps, j'ai dit: «Bon, ouais, de toute façon, ils sont pas prêts, je vais le faire moi dans le privé». Donc après, je l'ai fait moi dans le privé et puis bon, bah, résultat, maintenant, on a créé avec, Simon le premier cursus, universitaire d'éducation financière et fiscale à l'université catholique de Lille. Comme quoi, même, 7 ans après, hein, vous voyez, même si on peut vous rigoler au nez et que c'est quelque chose qui est étatique, ça peut quand même se faire. Donc ouais, j'ai toujours aimé, je sais pas, partager, ça me fait vibrer, en fait, de me dire que, pour Ouais. moi, c'est mon utilité. C'est Mmh. C'est vraiment une de tes valeurs hautes, en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment le truc qui me c'est pour ça que ça, je le ferai de toute ma vie, je pense. Je pourrais le faire de différentes manières, sur les réseaux, sans les réseaux, en vidéo, en conférence ou en face à face. Mais j'aime toujours faire ça, c'est ce qui me motive le matin et c'est ma raison, une de mes raisons d'être, tu vois? Je l'ai toujours fait même avec ma famille, tu vois? Depuis très longtemps, même s'ils écoutent pas forcément, pas tous. Mais en tout cas, j'essaie de le faire et voilà, c'est ce qui m'éclate, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que tu as ce caractère-là, hein, de transmettre et d'essayer de provoquer des déclics chez les gens. Même en tant que pote, en tant qu'ami, tu es comme ça. Même si on met du temps parfois à percuter, effectivement, tu dis des choses. Je Non, viens de c'est dire, vrai, hein. Morgane, là, un cas concret, par exemple. Donne-leur un exemple. Je sens que tu envie. Non, non, mais c'est intéressant. Moi, tu m'as fait prendre de nombreux déclics, hein. Si aujourd'hui je suis là à t'interviewer, c'est en partie grâce à toi, hein, évidemment. Ah oui, je t'ai dit en déclic, Donc, il faut que tu m'interviewes. Ça a fait le déclic voilà. ah mais c'est vrai, notamment Morgane, il y a plein de trucs que je lui ai dit et j'avais très vite cerné ses atouts, ses compétences et je lui ai dit: «Tu devrais en faire ça, ça et ça». Bah, après évidemment, il faut le temps que ça se mûrisse, qu'on passe les peurs, les freins qui peuvent tous nous bouffer, alors certains plus que d'autres, donc il faut plus travailler que d'autres. Mais ouais, j'aime bien le faire, que ce soit avec ma copine, avec mes potes, et cetera. Effectivement, j'aime bien le faire, quoi. Mm. Bah, ça se ressent. Donc aujourd'hui, bah, tu en parlais aussi tout à l'heure, une de tes passions aussi, après le fait de transmettre, c'est de déléguer. Je pense même qu'elle vient avant. Ah, je suis passionné de ça, moi. Et t'es un peu mon champion. Je pense que t'es un peu ouais, le champion du monde pour déléguer et manager des gens, effectivement. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, justement, au quotidien dans ta vie d'entrepreneur? Ouais, en fait, il y a tellement de choses, je vais dire même, j'aime mes problèmes. J'en ai comme tout entrepreneur et investisseur. Je les aime parce qu'à chaque fois, c'est une remise en question et les deux trois plus gros, challenges, je vais même dire, vraiment gros pépins que j'ai eu, dans ma boîte, beaucoup plus que dans l'immobilier. À chaque fois, ça a été un moment où je me suis vu en combat de boxe, tu vois? Je me suis dit: «Voilà, là, tu as un moment, tu es dans les cordes et bah, c'est le moment de montrer ce que tu as dans le ventre». C'est pas quand tout va bien que tu montres que tu es un vrai entrepreneur. Quand tu as du chiffre, que ça se passe bien, que tes gens sont sympas, que tu es pas entrepreneur, en fait, tu délègues, tu manages, OK, c'est cool. Mais vraiment, c'est quand ça va mal, c'est comment tu réagis, comment tu passes par-dessus et ouais, moi, je me suis plu, en fait, à gérer des gros problèmes. Sur le moment, ça fait pas plaisir, mais très vite, c'est: «OK, vas-y, je vais le gérer. Je vais gérer le truc et ça va bien se passer». Et ça, j'adore. Ça, c'est un truc que j'adore, donc je vais dire: «J'aime mes problèmes» et j'en changerai pour rien au monde pour retourner dans le salariat ou autre, même si c'est des problèmes qui sont des fois lourds, qui peuvent je les adore. Sinon, on fait pas ce métier. J'adore ce pourquoi je me bats, tu vois? De voir la reconnaissance des gens, de voir, ce que j'ai pu faire, à mon échelle, tu vois? Qui est même si c'est pas c'est certain nombre de personnes, mais c'est pas non plus, énormément de personnes, bah, ça change quand même des vies. J'en suis conscient parce que ça impacte eux, qui eux vont créer du patrimoine. Et la dernière fois, c'est une personne que j'ai recrutée qui m'a dit en fait, je sais plus ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Tu es un créateur de patrimoine ou de génération». Je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais que j'ai dit: «Putain, c'est vrai que je l'ai pas vu comme ça». Parce qu'aujourd'hui, je vais impacter une personne qui va peut-être acheter un bien ou 2 biens.
Mais ses biens et de biens, elle va le léguer à ses enfants. Mais elle va pas léguer que ça, elle va léguer son esprit. Et peut-être qu'elle vient d'un esprit avec un milieu très populaire et que là, elle va changer. Donc, c'est une échelle sociale, en fait. Tu fais monter en échelle sociale. Donc ça, j'en suis conscient et c'est exactement ce que je voulais faire moi avec mes parents, que malheureusement, j'ai pas réussi à faire parce qu'ils l'ont pas forcément écouté, ils étaient peut-être pas prêts pour ça. Donc je me dis, bah, eux, ils écoutent pas, c'est pas grave, les autres écouteront pour éviter qu'ils soient à leur place. Donc c'est un peu ce qui me motive. Donc ça, c'est hyper passionnant. Et après, c'est les challenges, quoi. Il y a aussi une partie en entrepreneur d'ego, c'est que tu te dis, voilà, on me pense incapable de faire ça, ou on se dit, un zénith, jamais personne aurait dit un zénith. Ah ouais, tu penses que je vais pas le faire, bah, juste pour te faire fermer ta gueule, excusez-moi du terme, mais j'aime bien parler comme ça, bah, je vais le faire, tu vois. Et au début, bah non, mais créer cette formation, machin, ça fonctionnera pas aussi. Ah ouais, bah, je vais le faire, juste pour ça. Donc ça, c'est une partie qui m'éclate et de challenger encore et que les gens, comme quand les projets que j'ai annoncés au séminaire, que les gens se disent: «Putain, mais à chaque fois tu en trouves une nouvelle, à chaque fois tu as un truc, à chaque fois tu nous surprends». Bah ça, j'adore. J'adore le faire déjà pour moi parce que ça me motive chaque jour et aussi pour les autres, quoi. Voilà. C'est super intéressant. Ouais, c'est vrai que tu as une approche vraiment comme un grand sportif ou effectivement, comme tu dis, un soldat qui part en guerre en fait. Toi, quand tu as des problèmes justement comme là, tu en as fait un peu référence, les gros pépins que tu as eu dans tes boîtes, c'est quoi ta première réaction quand tu as vraiment une grosse, grosse problématique qui te tombe dessus, pour pas dire autre chose? En fait, c'est quoi les états émotionnels qui te traversent? Est-ce que tu vas avoir de la colère? Est-ce que tu vas avoir un moment de tétanie? Est-ce que tu vas flipper? Est-ce que tu vas Ça déprimer? dépend Est-ce que tu ça dépend arrives? ce que c'est. Je prends un exemple concret? Ouais? Je vais pas le développer en détail, mais j'ai pris un exemple qui pour moi est un des trucs le pire. En gros, je fais jamais d'affiliation, je fais jamais de sponsoring. Beaucoup de gens qui ont de l'influence, moi je m'estime pas influenceur, mais ils le font et c'est pas un mal, hein, chacun son métier. Moi, c'est pas mon truc. Je suis démarché 50 fois par semaine par des marques, des assurances, des Pinel pour me payer pour faire de la com sur YouTube, etc. J'ai dû le faire 2 ou 3 fois et c'est même pas des marques, c'est parce que je passais par des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, où je trouvais que leur service était incroyable et que ça pouvait être utile à ma communauté et je le faisais. Des fois, je l'ai fait gratuit, des fois, je l'ai fait contre des avantages, contre des fois un peu d'argent. Ça a dû être une ou deux fois contre de l'argent et encore. Le reste, je refuse tout. Une fois, je l'ai fait, c'était pour moi. J'ai investi à Détroit par une société. J'ai attendu plus d'un an avant que ça se passe bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'avais attendu plus d'un an que ça se passe bien. C'est une boîte qui avait plus de 20 ans d'expérience, qui était dans les bureaux en dessous de là où j'étais avant, quand j'étais salarié. J'avais demandé à mes anciens managers, ils les connaissaient, ils avaient bonne réputation. Enfin, j'ai fait le tour, j'ai investi. Moi, c'est un certain problème. J'en ai fait une vidéo YouTube sur lequel, en plus, j'ai même pas touché d'argent. Parce que moi, ça faisait un an, ça fonctionnait bien et très bien. Et en fait, c'était une pyramide de Ponzi, c'était une arnaque. Donc ces mecs ont arnaqué du monde. Ça s'est passé pour certains clients en moi. Et puis il y a eu aussi cette vidéo YouTube. Donc quand tu apprends ça du jour au lendemain, bah, tu as des gens qui pensent que tu étais dans le coup, tu as des gens qui pensent que tu as touché de l'argent, tu as des gens qui pensent que tu le savais, tu as des gens qui pensent que tu étais associé à eux. Les gens peuvent penser n'importe quoi. Là, état émotionnel compliqué parce que au début, c'est de la peur, qu'on pense que tu aies fait ça, de la colère envers les gens, de l'incompréhension et d'à quel point les gens peuvent raconter ce qu'ils ne comprennent pas, ne connaissent pas et à quel point ils aiment bien se mettre en valeur sur les réseaux sociaux et autres à dire putain t'as pas vu ce qu'il a fait nanana nanana alors qu'en fait en soi personne ne le sait et les réseaux sociaux sont très 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 particuliers, c'est vraiment un monde très particulier et donc voilà, donc la première chose que j'ai faite c'est je vais appeler chaque personne qui a eu ça et je passerai le temps qu'il faudra au téléphone pour leur expliquer que moi aussi, c'est ça, j'ai perdu ma maison. Moi aussi, je vais pas lâcher l'affaire. Moi aussi, je vais mettre des avocats en place et on va mettre en place une procédure. Et puis pour leur faire comprendre que moi aussi j'étais une victime et qu'on allait faire quelque chose ensemble, donc on a fait une procédure collective, etc. Mais bon, un exemple comme ça ou comme d'autres choses, des fois tu as des trucs qui passent sur les réseaux sociaux, des trucs qui sont pas vrais, mais comme en fait sur les réseaux sociaux, tu peux pas répondre à tout, tu peux pas tout contrôler, etc. Les gens racontent leurs histoires. Faut savoir que quand tu es une entreprise sur les réseaux sociaux, tu as tort. Tu as tort. Le petit client qui est tout seul, il a raison. C'est pour ça que les avis négatifs, etc., de partout, sur TripAdvisor, sur ce que tu veux, marchent beaucoup mieux. Déjà parce qu'on est attiré par le négatif, parce que ça attire plus l'attention, parce que personne n'est là pour savoir si effectivement ce qu'il dit est vrai ou pas. Et bon, bah, des fois, c'est pas souvent vrai, même bien souvent, parce qu'il a été lésé par un truc, il y a eu de l'émotionnel, de l'ego, et pour te faire mal, il va raconter des trucs, etc. Donc, pour ça, en général, émotionnel, c'est soit peur, colère, tristesse, non, il y a eu des trucs des fois que j'ai pris personnellement, maintenant je prends de la distance avec ça. Parce qu'il faut comprendre en fait que les gens ne t'attaquent pas toi personnellement.
ils s'attaquent eux-mêmes au travers de toi. Ils ont des trucs qui vont pas chez eux et c'est comme, un mec qui, malheureusement a une vie qui lui plaît pas. Il est en fin fond de je sais pas, d'une ville qui lui plaît pas, dans un métier qui lui plaît pas, voire il a pas de métier, qu'il est au fond de sa chambre, qu'il a peut-être pas de copine, pas de mec ou ce que tu veux et qu'il a que 4 heures par jour pour, se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Donc c'est des gens qui vont écrire des pavés comme ça, qui vont se faire remarquer, qui vont aller te piquer où tu veux. Ces gens, ils ont pas un problème contre toi. Ils aimeraient être toi. Ils savent pas comment se faire remarquer et ça, quand tu le comprends, tu relativises. Tu as juste de la tristesse et de la compassion et plus de la haine quand tu vois quelqu'un qui t'insulte, qui te dit, voilà. Quand tu as compris que c'est eux vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils ont un problème, tu relativises, tu dis: «Moi, ma vie, elle est cool, j'essaie d'aider le maximum, ceux qui veulent pas, bah, écoute, tant pis, quoi». Voilà. Par Ouais. contre, très vite, Ouais, tu pris de la il y a distance. 5 minutes ou quelques minutes où il y a eu, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, de suite, c'est la haine ou la peur et de Mmh. suite, c'est: «OK, je prends mon sang-froid, je reprends mes idées et on le gère. Tac, méthodique, qu'est-ce qu'on fait? Premier truc, on fait ça. Deuxième truc, des fois, pendant une demi-heure, je réfléchis. Est-ce qu'on le fait comme ci, comme ça? Mais est-ce que tu dis ça? Mais si tu dis ça, les gens vont penser que ça. Mais est-ce que tu dis? Est-ce que tu communiques pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les appelles d'abord? Mais comment ça va être perçu? Est-ce qu'ils vont. Ouais. Donc tu en reviens toujours à ton En tout cas, plan, en action. fait. Action dès le Toujours début, un plan. action, action. Tu laisses Ouais. pas un truc comme ça s'envenimer ou même un client qui a une mauvaise expérience ou peu importe, le peu qu'il y en a. Il y a un truc à gérer, bim, tu l'appelles de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pourquoi? Comment? Tu essaies de comprendre. Voilà, faut Mmh. toujours, quand il y a quelque chose qui va pas, en tout cas, c'est prendre le taureau par les cornes de suite, pas laisser s'envenimer, parce que toi, ça te bouffe aussi. Puis les gens, s'ils voient que tu laisses envenimer, ou que tu t'en fous, ils pensent que tu t'en Mmh. fous, ils pensent Mmh. que c'est normal pour toi, etc. Non, non, c'est pas normal. Je prends, je Ouais. m'en occupe, quoi. Voilà. Intéressant aussi. Heu, bon, dur de rebondir là-dessus parce qu'on a ouvert la porte à plein d'autres choses aussi, hein, tu vois? Les valeurs, Attends, la on peut parler. gestion, humaine aussi, les relations humaines. Si on doit revenir un peu à l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'aujourd'hui justement tu choisis tes nouveaux projets ou peut-être tes nouveaux associés? Parce qu'on a vu que tu avais lancé, comme tu dis, hein, tu as des milliards de propositions en fait très régulièrement. On te sollicite énormément pour collaborer. Comment est-ce que tu choisis aujourd'hui tes associés et tes nouveaux projets? Alors, je vais démarrer pour les projets. Je refuse 99% des projets qu'on me propose. Mmh. Pas que IMO, maintenant, quand il y a des bons projets IMO, je les envoie dans ma foncière, mais projets entrepreneuriaux, même les idées, je me les refuse à moi-même. Quand ça me passionne pas à 100%, quand ça implique de remettre en question mon style de vie ou le niveau de temps que j'accorde au travail. Même un projet où tu me dis, demain tu me dis, tu peux gagner 50 millions sur ce projet. Pendant un an, tu fais 12 heures par jour, ou pendant un an, tu vas dans telle ville, ou tel pays pour le faire. Mais si tu es sûr de gagner 50 millions, je ne le fais pas. Et même s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui vient me le proposer, sauf si c'est un truc qui m'éclate, hein, tu un truc qui me passionne de folie, OK, mais si ça me passionne pas tant que ça, même si ça me plaît et que je trouve l'idée cool, je ne le ferai pas. Parce qu'il y a rien aujourd'hui, financièrement qui me ferait remettre en question mon style de vie qui me plaît, le niveau, balance perso pro que j'ai. Donc ça et aussi le rapport temps, énergie, gain que je vois énormément dans un projet. Donc premier truc, il faut que ça me passionne. Récemment, j'ai eu une idée, j'étais dans un resto à Miami. C'était le resto le plus en vogue du moment, fait par des Français et tout. En plus, si je raconte comment j'ai réussi à avoir une table dedans, on n'avait pas de table, parce qu'on a découvert le resto quelques heures avant, puis on s'est pointé quand même sans table, en disant qu'on avait une table. Ils se sont dit: «Ah, il y a dû y avoir un problème dans la résa». On est monté, j'ai croisé les patrons dans l'ascenseur, j'ai discuté avec eux en disant: «Ouais, j'ai une table, il y a un problème, je suis venu exprès pour votre resto, blablabla, blablabla. On est venu de Toulouse et tout ça. Bon, finalement, on va se débrouiller, on a une table». Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment pas oser, on a une table. Et coïncidence, c'était un bon pote, le restaurateur d'un mec que je connais ici à Cannes, qui a aussi des restos. Et quand j'ai vu ce resto, j'ai dit: «Il faut ça à Cannes». Et j'ai 2 nuits où j'ai pas dormi, j'ai pensé le resto en fait, comment, la déco, le concept, le truc, un mélange de ce que je vois à Toulouse, de ce que j'aime bien à Toulouse, mais qui marcherait à Cannes, sans faire le côté trop guindé qu'il y a à Cannes, vraiment, un truc comme ça. Et dans ma tête, je me suis juste, heu, intellectuellement excité, masturbation intellectuelle. Je me suis fait kiffer pendant 2 soirs où je pensais qu'à ça, parce que juste l'idée du projet m'excitait. J'ai appelé mon pote en disant: «Ouais, on peut faire ça parce que toi tu connais la restauration, moi je connais, la com, le marketing, le réseau, la déco, ce qui fonctionne et cetera». Et en fait, après, je me suis dit: «Temps, rapport, énergie, gain, ça m'intéresse pas, je le fais pas». Mais je me suis excité intellectuellement, ça me suffit. En fait, dans ma tête, j'avais fait le projet, donc j'avais l'expérience de comment je le fais, comment je le traite, et cetera, pourquoi ça marcherait, et cetera. Presque ça m'a suffi parce que je le fais pour l'argent, non. Mais une fois que je le visualisais, que je me dis: gérer des salariés, gérer des stocks, gérer des problèmes, être visible là, j'ai pas envie d'être visible de cette manière malgré que je le sois sur les réseaux. J'ai dit: «En fait, je le veux pas. Le jeu n'en vaut pas la chandelle». Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je choisis mes projets, principalement.
et choisis des projets aujourd'hui qui sont annexes à mon activité, c'est-à-dire toujours dans le but d'éduquer financièrement, d'éduquer sur l'immobilier, de faciliter l'investissement et le financement. Donc c'est, la conséquence, la suite logique après la formation. C'est pour ça que j'ai créé une foncière, c'est pour ça qu'on crée un projet, une plateforme de crowdfunding et donc des projets qui sont en amont ou en aval de ce que tu fais. Par exemple, si aujourd'hui tu es boulanger, tu dis tu vends tes baguettes, bah, ça serait d'acheter par exemple ton local. Ça serait d'acheter par exemple, l'entreprise qui fabrique la farine, je sais même pas qui, donc l'agriculteur par exemple, d'acheter des terrains Un champ de blé, de ouais, champs de ouais. blé, de fabriquer ta farine. Mmh. Si tu as une entreprise, tu es promoteur immobilier, ça serait d'acheter et l'agence immobilière pour vendre tes biens et une agence de gestion locative pour pouvoir les proposer à la location et d'acheter une entreprise de rénovation ou une entreprise de construction qui ferait tes projets et l'entreprise d'architecture qui dessinerait en amont et en aval. Ça, c'est un peu la suite logique, je veux dire, d'un entrepreneur qui se développe. Et les associés aujourd'hui, alors tous les projets que je développe, je choisis des associés pour ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas rajouter un projet. Et je l'ai fait déjà avec mon cercle IMO, il y a des trucs que je regrette aussi. J'ai pas tout fait bien. Rajouter des projets, ce qui m'éclate, c'est la créa. Ce qui m'éclate, c'est avoir l'idée, tu vois, l'excitation intellectuelle, le penser, le créer, le monter. Une fois que ça marche ou que ça commence à marcher, ça m'intéresse plus. Parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai l'argent qu'il me faut, je m'éclate, j'ai la reconnaissance de mes clients, etc. J'ai mon équipe. Je suis déjà comblé, on va dire, dans la pyramide de Maslow. Par contre, ce qui m'éclate, c'est créer. Donc je crée, et après ça me fait chier. Je l'ai remarqué avec mon cercle IMO. Le service est génial, mais j'ai encore de moins de temps, moins d'énergie, etc. Parce que ce qui m'excitait, c'est de le créer, pas de le développer. Tu as des gens, ils aiment bien développer. Là, tu trouves d'autres personnes. Donc là, mon regret, ça a été, j'aurais dû m'associer dès le départ pour avoir une personne qui s'occupe de toute la partie opérationnelle, et moi d'être la partie communication, pensée, stratégique, etc. Chose que je vais faire maintenant, parce qu'Arnaud, qui est le directeur général, on va s'associer et je vais lui léguer des parts. Euh, et donc, il va pouvoir bien, bien s'occuper du projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les nouveaux projets, même si j'ai une idée, je ne le fais pas seul. Je m'associe ou je prends un DG qui peut s'occuper de tout l'opérationnel. Comme ça, je reste focus sur ce que je fais et je m'éparpille pas parce que sinon, je sais que je ne pourrais pas assurer derrière ou ça va me rajouter du temps et j'ai pas envie de me rajouter du temps. Donc, Ouais, et super intéressant. Oui, en fait, tu as compris avec le recul que la force, enfin, pour aller plus loin, en fait, et plus vite, comme tu l'as dit au séminaire, en fait, c'est de t'associer et trouver des partenaires vraiment en association, en fait. Pas d'essayer, toi, de mener de front tous ces projets et de les porter tu seuls. peux pas. Voilà. Tu peux Mm, pas, c'est impossible, sinon tu fais pas les choses bien. Donc ouais, maintenant, c'est vrai que c'est ma logique. mm, Et maintenant, pour choisir ces gens-là, bah là, je prends l'exemple de Mathieu, par exemple, avec qui on s'associe pour la plateforme de crowdfunding. C'est une personne que j'ai connue pendant 2 ans et demi, très régulièrement, avant de commencer à accorder vraiment ma confiance, etc. Parce que je suis très, très méfiant des gens, et de plus en plus, maintenant que je suis connu, on va dire, je fais de plus en plus attention aux gens et je suis très, très méfiant. Donc j'ai jusqu'au moment où je sais faire confiance un peu plus, quand j'ai eu des preuves. C'est quelqu'un qui techniquement et intellectuellement est très très brillant. C'est quelqu'un qui est très complémentaire de moi, mais on a les mêmes valeurs. En fait, il faut des gens qui sont complémentaires en termes de compétences, technicité, mais avec des valeurs communes, une idéologie commune et une façon de voir la vie commune. Mathieu, on a cette façon de voir la vie où ce matin on a fait du wake ensemble par exemple. Voilà, on s'est levé, on a été faire du wake avant de bosser. On a cette façon-là où lifestyle, ok, on aime bien les sports de glisse, on aime bien Bali, on aime bien voyager, etc. Donc c'est quelqu'un qui est hyper ouvert et tout. Lui, c'est quelqu'un qui techniquement a ce côté financier, banque privée, il a les contacts là-dedans et sait en opérationnel comment se déroule une plateforme de crowdfunding. Moi, j'ai la vision, j'ai la compréhension des gens qui en ont besoin parce que je suis au plus proche d'eux, je connais leurs problématiques et ce qu'ils veulent. J'ai le réseau, la visibilité médiatique, la crédibilité, etc. Donc, l'association est parfaite. J'ai failli m'associer à une startup que j'ai créée justement quand j'ai quitté mon job au tout début. Les investisseurs, on avait passé des premières sélections d'investisseurs et des pépinières d'entreprises. Et après, on a été refusé parce qu'on était trop pareil. En fait, la première chose que regardent des investisseurs, des business angels, c'est la complémentarité de l'équipe. L'équipe, il n'y a que ça de vrai. Votre business plan, on s'en tape. Les chiffres que vous mettez dedans, tout le monde sait que c'est des conneries. On le sait tous, et que vous n'arriverez pas à vos chiffres. On le sait tous. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'équipe. Est-ce que la capacité à se défoncer, la capacité à investir son propre argent, la capacité à se compléter, les visions communes. Moi, on était deux gestionnaires de patrimoine qui voulaient en faire une plateforme web. Et les gars, il vous manque un dev. Gestion de patrimoine, c'est 10% du taf au début pour prévoir les algorithmes. Après, vous allez faire du dev et du marketing. Ah ouais, c'est vrai. Bah, votre projet, bon, bancal. Bon.
Là, avec Mathieu, par exemple, on se complète très très bien. Donc voilà un peu, si vous voulez choisir vos associés, pour moi, c'est la confiance, les valeurs communes, la vision, et des gens avec qui je sympathise parce que j'ai envie de pouvoir voir leur gueule, tu vois. Et je veux pas me dire, ah, je dois voir lui, j'ai pas envie, je veux que ça soit des potes et que je puisse aussi bien les voir en personnel qu'en pro. Et voilà, que je puisse vraiment avoir envie de les voir. Parce que sinon, il n'y a pas de projet ni d'argent qui me donnera envie de m'associer à quelqu'un que je veux pas. Tu dis que ta philosophie, en plus de tout ça, c'est d'être libre, voyager, ne pas avoir de regrets, faire du sport. Enfin, c'est tout ce que tu viens de raconter. Donc, pour toi, c'est vraiment essentiel en fait de prendre soin de toi, de ton bien-être, pour développer ensuite tes activités. Est-ce que c'est vraiment ce que tu mets en priorité, ton temps perso, ta vie perso? Alors, je le fais pas pour développer mes activités, je le fais pour moi en fait. D'accord. Je le fais juste pour moi. La conséquence, c'est que si tu t'occupes de ton bien-être, de toi, et que personnellement, tu as du temps qui te fait plaisir, t'es meilleur. T'es meilleur. Moi, je sais que j'ai un timing où travailler plus de 6 heures par jour, par contre, je travaille en ultra productivité. Plus de 6 heures par jour, je suis moins bon. J'ai moins envie et j'ai l'impression de passer à côté de choses qui m'éclateraient plus, le sport, m'éclater, faire la fête ou tout ça. Par contre, travailler moins de 3-4 heures, je m'ennuie. Donc j'ai un rythme qui me convient. Le sport, j'en ai toujours fait, j'en ferai toujours et c'est ma soupape, j'en ai envie, mais pas juste pour être bon dans mon taf, hein, juste parce que ça me fait plaisir. Par contre, ouais, il y a des trucs que je faisais, comme à Toulouse par exemple, j'allais marcher le matin, 1 heure le matin, en mode idée, créatif. Lever de soleil, sable blanc et tout, donc en termes de conditions pour la créativité, t'es au max, vraiment très bien. Je marche et je me dis, soit je marche et j'ai pas d'objectif, c'est rare. Je laisse filer, mais en général, tu as des idées, mais c'est pas comme ça que je fais. Soit je dis, voilà, là j'ai une problématique. Exemple, je me rappelle, on était au séminaire, on venait de vendre les places. On a vendu plus de 1000 places qui étaient prévues au départ, on les a vendues en 1 heure, 1 heure et demie. Donc les gens après râlaient parce qu'ils n'avaient pas assez de place, donc il fallait complètement changer l'événement. J'ai dit à mon équipe, ok, là c'était vraiment le feu. Vraiment, les gens râlent, ils nous envoient des centaines de mails, tu communiques sur un truc depuis 6 mois, tes participants s'attendent à avoir une place, puis 1 heure et demie après, tu leur dis, bah non, fallait vous lever à 6 heures du mat. Le mec était fou. C'est malade. Donc là, on venait vraiment, on était sur un concert, hein. Même moi, je comprenais pas. Donc j'ai dit, ok, bougez pas. Et là, j'ai éteint mon téléphone. C'est pas, je passe mon téléphone. Non, c'est j'ai éteint mon téléphone. Il était 5h45 du mat à Toulouse. Je venais de me lever. 6 heures, j'éteins mon téléphone. J'étais marcher. Je dis, il faut que je trouve une idée. Et là, bim, j'ai trouvé une idée. On rechange le programme. On change le lieu. Je voulais offrir un appartement. J'ai dit, je vais offrir ma Porsche parce que j'étais en train de changer de voiture. Et que j'ai dit, bah, plutôt que d'en changer, de la revendre, etc., je peux faire ça. Et en 45 minutes, j'avais un. Bon, qui n'était pas du tout ce qui était le séminaire maintenant, parce qu'il a changé 1000 fois entre temps. Mais j'avais déjà une ébauche et un truc de savoir comment on allait communiquer et qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, j'ai une problématique, je marche, je résous ma problématique. Ou j'en ai pas et je laisse vaguer, comme je fais du kite, des fois je fais du kite et hop, je dis tiens, je vais réfléchir à des trucs. Souvent, je trouve les meilleures idées comme ça. Or, aujourd'hui, c'est ma priorité. Par exemple, aujourd'hui, il me dit on fait du wake. J'avais des trucs le matin. Il y a un rendez-vous, je l'ai décalé, un rendez-vous sur une nouvelle recrue que je dois prendre qui va être chef de communication chez moi. Le mec, il a 45 ans, je m'en fous, ça peut être n'importe quel rendez-vous, quel truc et tout. C'est on fait du wake. Alors je dis, fais pas ça tous les jours, attention. Mais parce que j'avais envie, si j'ai pas envie parce que j'avais envie de bosser ou faire autre chose, j'y vais pas. Là, j'ai envie, c'est calmement. Par contre, me dire, j'y vais pas parce que j'ai un rendez-vous ou un truc, sauf si c'est un événement exceptionnel, je peux pas déplacer, ça me prend la tête. Bien-être, sport, aujourd'hui, pendant longtemps, c'était le travail ma prio, jusqu'au niveau que j'ai voulu atteindre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le sport. Mon sport, il est dans l'agenda. Il n'y a pas une journée. Si j'ai des rendez-vous, que j'ai des mails pas finis, que je dois aller au sport, je vais au sport. Ça attendra demain. J'ai des appels, des messages, je vais au sport ou je suis avec mes potes, ça attendra demain. Je suis pas dans le développement à tout prix. J'ai ma prio 2 heures, 3 heures par jour, c'est moi, c'est mon sport. Le spa quand je suis à Bali par exemple, ou un peu de yoga, j'ai fait un peu de yoga aussi là-bas, peu importe. C'est mon moment, c'est la priorité. Voilà. Et en fait, Ça c'est comme change ça rien. que tu as réussi vraiment à trouver ton alignement. En fait, tu es très en écoute de toi-même. Et en fait, la méditation, tu y as accès en faisant tes marches méditatives, parce qu'en fait, c'est juste un mot, hein, compose-nous dessus. Quand on est plus dans le spirit, quand on appelle ça des marches méditatives, mais c'est exactement ça que tu pratiques. En fait, tu vas trouver des idées Ouais, en marchant, en faisant du sport, et c'est une forme de méditation à ta manière que tu as développée voilà, souvent, pour, bien euh, souvent, je le fais pour pour t'écouter. couper, en fait, pas vraiment pour trouver des idées. Mm. Quand je vais marcher sur la Ouais. plage, ça arrive. Mais Mm. 95% du temps, c'est juste parce que je veux couper et c'est pour moi. Mais que tu Ouais. le veuilles ou non, il y a les idées qui arrivent quand même, quoi. Mais ouais.
Ouais, c'est Non, c'est pour ça que c'est j'ai pas besoin de vacances. Je prends mmh, jamais de vacances. Peut-être que ça viendra, mais alors si je prends, mmh, c'est quelques jours, mais après 2 3 jours, ouais, allez 4 jours, j'en ai marre. mmh. Tu t'ennuies. Je m'ennuie Et et ouais, quand c'est il y a trois normal. quatre jours, je fais toujours un peu de story où je réponds à des messages, mais je coupe pas totalement parce que j'ai pas besoin et j'ai pas l'envie. Et Mmh, surtout, comme j'ai un bon rythme qui me plaît, mon rythme c'est 4-6 heures par jour et me laisser 2 3 heures dans la journée où je peux faire des trucs et tout, et pas je rentre hyper tard le soir, je me couche tard, j'ai pas mon sommeil. Voilà. Il me faut mon sommeil, mon sport et un peu de temps libre. Si j'ai ça, je peux bosser tous les jours. Alors je me la regarde 1 à 2 journées dans la semaine où je fais rien, enfin rien, je fais des trucs perso, je réponds à quelques messages, mais je fais pas de mail et tout, donc j'estime pas bosser. Plus que 2 3 jours, non. Euh, et voilà. non, tu as appris à te découvrir, à trouver réellement ton rythme, celui qui te convient et qui fait que, ben, chaque jour, tu as envie de te lever et tu es motivé. Mm. Et ta motivation, justement, la plus profonde, tu la trouves, où est-ce que tu vas la chercher, cette motivation-là? Tu as parlé de tes parents, tu as parlé de ta famille, bien sûr. Mes parents, c'était Euh, au début, tu vois. Aujourd'hui, ouais. je leur ai acheté, ma mère, je lui ai acheté une voiture dernièrement, je leur ai racheté l'appartement parce que sinon, l'huissier allait le saisir. Donc, en soi, je sais qu'ils sont à l'abri là avec ce que j'ai, donc c'est même plus ça, on va dire. Et pourtant, je travaille encore plus, mieux, et je suis encore plus motivé. Donc en fait, non, je pense que j'ai juste un truc à l'intérieur, tu vois, que j'ai besoin, j'ai une énergie que j'ai besoin de sortir, je la sors dans le sport, je la sors dans mes entreprises. Sinon, je bouillonne, en fait, je me consume. Tu vois, j'avais fait une expérience, vu qu'on est dans le méditatif et dans le spirituel, j'ai fait une expérience très spirituelle à Touloum. Et je l'étais pas du tout avant. Je suis un militaire de base, moi, donc je suis hyper pragmatique, sport, etc. Et pourtant, j'ai été chercher plein d'autres personnalités pour essayer d'être complet. C'est pour ça que je suis beaucoup plus créatif maintenant, en faisant des trucs beaucoup plus axés spirituels. Donc j'ai fait une expérience là-bas. Et le mec m'a dit, il me dit, t'as un feu en toi et t'as besoin de le partager et d'aider les autres, de briller, parce que sinon tu meurs, quoi. En gros, c'est ça, si je fais rien, en fait, je me fais chier, je sens que je meurs, quoi. Donc j'ai besoin de le faire. Donc aujourd'hui, ma motivation, c'est pas l'argent parce que j'en ai suffisamment. C'est de découvrir de nouveaux trucs, ça oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la conséquence va être plus d'argent ou plus équipe et machin, c'est de faire un nouveau projet, dire voilà, par exemple, faire un zénith. C'est juste le truc de dire, t'es le premier en France à faire un zénith dans ce domaine-là. Bah, juste ça, voilà, c'est une fierté, c'est content. Juste ça, ça motive. Ou juste que les gens se disent, putain, il nous a surpris, tu vois. Ou faire le pièce de théâtre, par exemple, comme on a fait. Mm. Mais quel événement, quoi. C'était incroyable, Donc hein. des fois, c'est des petits trucs en fait qui me motivent, mais dans la vie de tous les jours, je me lève pas le matin en me disant j'ai pas envie, allez, pense à ça, c'est ça qui. Non, ça arrive pas. Je suis plutôt l'inverse à me dire là, je devrais m'arrêter un petit peu, et c'est plus ça. En fait, je pense que c'est tellement devenu un automatisme, je sais ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je le fais au fond, et j'ai pas besoin de me dire là, il y a jamais, allez, ça a dû arriver deux fois, 3 fois, où je me dis pff, là, j'ai pas envie. Non, c'est plutôt le contraire. Après 2 3 jours, j'ai des idées qui bouillonnent, je les ai notées, j'ai qu'une avis, c'est de le faire, tu vois. Donc ça serait que te mentir, que te dire ouais, des fois le matin je me lève, je traîne au lit, j'ai pas. Non, c'est pas vrai. Je me lève, je suis content de me lever, je sais pourquoi je le fais, et voilà. Ouais. Mais ça se ressent, ça se voit chez toi que tu es comme ça. Par contre, Bon, t'as des jours qui te font plus chier que d'autres, hein, faut pas se leurrer, hein, pour les autres. T'as des jours où t'as plus de galères, t'as des jours où t'as peut-être un peu moins envie aussi, mais dans l'ensemble, mm, moi ça le fait surtout pour les stories. Maintenant, pour les stories et les vidéos. Bosser par ouais. mail, faire mes trucs, créer mes trucs. Les vidéos, j'aime tellement créer. Alors maintenant que je change un peu de sujet, je parle plus d'entrepreneuriat, je ressens ce regain de Mm, motivation. Là, j'ai fait des vidéos YouTube la dernière fois, je rechopais une patate comme jamais. Les dernières vidéos IMO, j'en avais un peu marre, franchement, parce que tu redis les mêmes choses et tout. Donc ouais, ça, ouais, des fois, t'arrives, t'as pas trop envie, quoi. mm, ouais. Mais bon, t'es plutôt, ouais, ouais, je vois, quand même très motivé. Bon, on arrive presque à la fin. Même si on pouvait, comment dire, j'aurais très bien pu te poser encore 1000 questions, mais j'en ai une dernière. Si tu devais Oui. partager un conseil euh, à quelqu'un qui voudrait commencer un projet dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'immobilier ou l'entrepreneuriat, parce que comme tu dis, il y a 1000 manières d'être entrepreneur. Un conseil. J'ai l'impression d'être Napoléon Hill. Un conseil, ça dépend des personnalités. T'en as qui ont besoin de recevoir Mm, une chose ou une autre. Je vais prendre un exemple, je vais pouvoir donner ce conseil d'une femme qui était dans. On a fait un séminaire entrepreneur là, il y a une semaine, 10 jours. Une femme qui, à la fin, dit ouais, moi j'ai une idée, mais je sais pas trop quoi faire. Elle aime bien le côté un peu spirituel, yoga. Elle veut faire un truc lié au bien-être, mais elle savait pas quoi.
Mais au fond d'elle, elle savait un peu comment. Mais juste vague idée. En 30 minutes, on a développé l'idée. On a développé l'idée, le business model, les partenaires qu'elle allait avoir, où est-ce qu'elle pouvait le faire, donc des retraites un petit peu différentes, etc. Donc j'ai parlé de toi aussi, hein, de ce que tu avais été faire. Je regarde ce qu'elle a fait. Le concept est différent, mais toi, par exemple, tu pourrais très bien intervenir dans une retraite qu'elle voudrait faire, parce qu'elle voulait faire intervenir des gens différents. Donc je dis, regarde, ça peut très bien fonctionner. Donc en 6 mois, on avait la timeline de qu'est-ce qu'elle avait à faire. Mais au final, alors, elle m'a dit qu'elle allait le faire, etc. Et j'en suis persuadé, j'espère pour elle. Au final, à la fin, tu vois, et c'est ce qui manque, c'est le petit coup de pied au cul, le petit d'éteindre son cerveau et de la peur. Et je peux te donner encore 1 million de conseils pour trouver des idées, etc. Des idées, on peut en trouver. Tu fréquentes des gens qui sont un peu comme ça. Dès que tu commences à te former en regardant des podcasts, des vidéos, etc., des idées, tu vas en avoir plein. Et il y en a plein qui peuvent marcher. C'est pas l'idée qui est importante, c'est ta discipline à la mettre en œuvre tous les jours. Tu peux prendre l'idée la plus basique du monde, faire une pizza. Tu fais une pizza, mais tu la développes en mode pizza gourmet avec des réels pendant que tu es en train de jongler, etc. Et tu fais exploser, tu fais une franchise, tu deviens multimillionnaire avec des pizzas. Et il y en a, ils ont un camion à pizza, ils arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est pas une question d'idée, c'est une question de la mettre en pratique. Donc pour moi, c'est vraiment la peur. Les gens, moi pour moi, c'est une force que j'ai eue. L'armée et le travail avec mon père me l'a apporté. Ça, je suis très content. Et les gens ont du mal à développer ça, c'est de passer au-delà de leur peur et de switcher le cerveau, d'éteindre le cerveau et de dire j'ai peur de faire ça, de se dire maintenant, ferme-la. Tu parles à toi-même, tu dis ferme-la, j'y vais. Aujourd'hui, on peut créer des entreprises pour moins de 1 000 euros. Où est le risque? Où est le risque de mettre 6 mois, 1 an de ta vie entre parenthèses pour faire ça, par rapport à tout ce que ça peut t'apporter? Et c'est ça que les gens ont peur, mais encore, c'est encore trop branché avec l'ego de ouais, mais si je me rate, ça veut dire que je suis nul. Non, non, c'est décorrélé. C'est pas parce que tu as raté un projet. Moi, j'ai raté plein de projets. J'ai essayé de monter une boîte au début, ça n'a pas marché. J'ai créé mon cercle IMO, je m'attendais à ça au début, ça m'a coûté 2 fois plus cher et puis c'était ça. Mais pourtant, on continue. Et j'ai plein d'échecs, entre guillemets. J'appelle pas ça d'échecs, c'est de l'apprentissage. Mais par contre, tu continues, tu continues, tu continues. Donc pour moi, le conseil, c'est capacité à débrancher son cerveau et arrêter de s'écouter quand on a des peurs qui deviennent irrationnelles. Et maintenant, de se dire, ok, maintenant c'est bon, ça va, stop, je le fais. Je le fais et puis j'y vais, quoi. C'est des sujets comme ça que tu abordes dans ta formation, la nouvelle que tu viens de créer? Il y en a plein. Alors, je parle beaucoup en fait des compétences humaines. Je suis parti en Mhm. fait du constat, l'investisseur IMO, qui a toutes les compétences IMO, il a fait toutes mes formations, toutes les vidéos, mais il achète pas. Pourquoi en général? Ou s'il achète, il se développe pas. Pourquoi? Parce qu'à 80%, ce qui fait la réussite d'un investisseur, c'est les compétences humaines. Gérer les humains, les manager, cerner les personnalités, se faire apprécier, donner confiance, convaincre, le leadership, s'exprimer à l'oral, en one-to-one ou en public, faire passer un message, organiser ses idées, déléguer, s'organiser, le marketing, la Ce vente que j'allais dire, le marketing, parce que toi, c'est une de tes très grandes forces. aussi. Ouais, ouais, le Ouais, marketing, ouais, ça t'en parle aussi. la psychologie, Mm. vendre, la gestion financière de son entreprise, tout ça, les investisseurs IMO qui sont formés en 3 mois, c'est cool, ils ont les compétences IMO, mais ça en général, ils l'ont pas. C'est ce qui font qu'ils n'avancent pas, ou qui même démarrent pas. Autre cas, c'est mon père, par exemple, ça a été un super modèle pour ça. Il est artisan carreleur, c'est un excellent carreleur, il fait de la super qualité, mais il n'a pas toutes les autres compétences. Malheureusement, il n'a jamais développé. Quelqu'un qui est moins bon en carrelage, mais qui a toutes les autres compétences, il fait 1 million par an. Donc, j'apporte toutes les compétences qui manquent à tous ceux qui connaissent leur métier ou qui veulent créer une entreprise ou qui n'ont pas d'idée, ou les investisseurs IMO qui ont toutes les compétences IMO, qui sentent qu'il leur manque quelque chose. Toutes les compétences humaines, de marketing, de psychologie, d'expression orale, etc. Voilà. Brillant. Je suis sûre que ça va cartonner. On a beaucoup, beaucoup de demandes vu que j'en ai très peu parlé depuis 4 5 ans et c'est pour moi c'est mes plus grosses compétences aujourd'hui. Donc, ouais, on a beaucoup de demandes, donc je suis content, Tant mieux, Chris. Bah, puis je suis sûre que ça va pouvoir aider énormément de gens, c'est clair. j'espère. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que justement les auditeurs peuvent te retrouver? Où ils veulent. Ils tapent Je vais ton nom, encore montrer où ils Christopher veulent. Ouais, Wangen. Christopher Wangen sur Google, vous allez trouver. Donc, je suis sur Instagram, Christopher Wangen, je suis sur YouTube. Principalement sur Instagram, j'aime un peu plus parce que je fais plus de stories, c'est un peu plus proche. Mais sur YouTube, il y a plus de 300 vidéos, donc vous allez trouver votre bonheur. Mon livre, s'ils veulent me trouver à la Fnac ou sur Amazon, pour pas cher, vraiment, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà génial. Voilà. Merci pour la richesse de l'échange. Morgane, C'était c'était un génial. plaisir. Je suis content d'être Ouais, intervenu là-dessus. Et je l'ai jamais un plaisir. fait. J'ai intervenu une fois, mais c'était un séminaire privé. Parce que tout le monde me demande d'intervenir sur le marketing, le business, sur mes stratégies, tout ça depuis 3 4 ans.
parce qu'ils ont vu comment j'ai bouffé le marché, sans prétention, mais voilà, c'est juste un fait sur l'IMO. Et donc, alors que j'arrivais de nulle part, quoi, et je l'ai fait en 1 an et demi, donc tout le monde voulait connaître et j'en ai jamais parlé, sauf là maintenant. Donc tu as été les Mmh. premières qui a le podcast Beh, avec ça, quoi. et je t'avoue que c'est pour ça que c'était vraiment un honneur. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas abordé là? Non, j'ai pas de préférence, moi, je me laissais guider par toi parce que c'était tes questions plutôt. Il y en a plein, j'en ai vu quand j'ai fait le week-end la dernière fois, j'ai parlé, 8 heures par jour. À la fin, il me manquait des trucs, on a refait des modules complémentaires. Eh oui, c'est ça. On pourrait parler d'un milliard de choses, Ouais, mais je quand crois que on tu as donné regarde, on peut en l'essence. parler pendant une Ouais. après-midi, tu vois? Donc, Mmh. C'est c'est ça. déjà bien, je pense qu'on a développé plein de sujets. Ouais. Ouais, ouais, c'est super intéressant de voir en fait qu'il y a énormément de choses, enfin que tout émane de l'intérieur de tes tripes pour aller à l'extérieur. Après, bien sûr, il faudrait hacker ton cerveau pour comprendre comment tu décortiques tous tes projets. Mais en fait, ouais, c'est super intéressant là tout ce que tu as raconté. Je suis Voilà, trop tant contente. mieux, content, C'est génial. content que ça te plaise. Voilà, j'étais été ravi. Merci à toutes celles et ceux qui, Merci. nous ont suivis, c'était un plaisir et puis, à très bientôt.